18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dominique Régnier nous a rejoint. Bonsoir Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol. On a besoin de vos lumières, même si on est encore avec Julien Drey et Catherine Ney, qui ont la lumière à tous les étages, sur ce qui se passe là. On est dans une espèce de tragicomédie, notamment à droite, avec des portes qui claquent, un siège qui est fermé, Éric Ciotti qui est démis de ses fonctions, et tout en restant président des Républicains. Il sera l'invité de Christine Kelly dans une vingtaine de minutes sur CNews. Qu'est-ce qui se passe à droite, Dominique Régnier ? Là, sur ces péripéties, moi, franchement, j'ai pas de point de vue ni d'information. Je regarde ce qui se passe. C'est pitoyable. C'est impressionnant. C'est même effrayant à certains égards parce que quoi qu'on pense de tel ou tel parti, ce sont des partis politiques constitués pour faire vivre la démocratie. Et c'est évidemment, je ne sais pas, quand je dis ça, j'imagine que beaucoup se disent « je m'en fiche, ils sont tous nuls, etc. » Mais c'est sérieux tout ça, on ne fabrique pas un parti comme ça, on a besoin de partis politiques, de gauche, de droite, il faut que ça vive correctement avec des programmes, des propositions des candidats qui sont préparés. Là, c'est une scène atroce et qui montre que nous sommes dans la continuité d'un processus de... décomposition, liquéfaction m'est venue à l'esprit. Liquéfaction de l'offre politique. Ça n'a pas commencé maintenant là, ça fait un moment. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que je pensais, en gros, ça a été bien entamé avant 2017 quand même. Hein, mais 2017 était un moment de recomposition. Et je vois que 7 ans après, rien ne se profile. On continue à voir les choses se décomposer, y compris d'ailleurs la mouvance macroniste. Donc c'est très préoccupant quand même ça. Mais que reste-t-il de la droite et surtout ceux qui ont aujourd'hui fait ce bureau exécutif d'émis Éric Ciotti, qu'est-ce qu'ils ont compris du message que leur envoyaient les électeurs dimanche lors des élections européennes ? Quelque chose ou rien, Dominique Régnier ? De toute façon, je crois que les Républicains sont devant un casse-tête. C'est pas tout à fait d'aujourd'hui non plus. En 2022, l'analyse que je faisais avec des données, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais en 2022, la logique était que les Républicains soient associés aux macronistes. C'était vraiment parfaitement logique du point de vue sociologique, électoral, etc. Ça ne s'est pas fait pour des raisons que certains connaissent. Moi, je ne les connais pas. Je ne sais pas qui n'a pas fait le travail qu'il fallait faire. Et depuis, ils sont dans une situation qui est absolument intenable. Donc, on la connaît, elle a été 100 000 fois décrite. Et il est certain qu'à un moment donné, il y a une nécessité d'être quelque part, plutôt ici ou plutôt là, et de le traduire dans des comportements, des alliances, etc. On ne peut pas rester indéfiniment comme ça entre, je dirais, l'aimant macroniste et l'aimant RNiste sans que vous arrive une catastrophe de ce genre. Il faut choisir. Quand on est à 7%, on a l'impression que le mieux est de ne pas choisir pour rester à 7%, pour rester comme on est. Mais c'est peut-être une idée saine, mais c'est pas possible en politique. Donc là, maintenant, ils sont aimantés d'un côté par l'opération Ciotti, assez curieuse d'ailleurs, assez douteuse, et tout à fait douteuse d'ailleurs, même, je trouve. Et ça peut se faire autrement, ce genre de choses. Il peut y avoir quand même une discussion, un débat dans un parti organisé. Et de l'autre côté, aimanté, aspiré par le macronisme aujourd'hui. Catherine Ney, vous êtes d'accord avec le fait que naturellement les R auraient dû se tourner vers Emmanuel Macron en 2022 ? Au sein du groupe, c'était la stratégie que leur demandait de leur indiquer Nicolas Sarkozy. C'était leur chance, c'était de s'allier, faire un programme de gouvernement avec Emmanuel Macron, parce que c'est un parti qui travaille. Les sénateurs font des débats, des rapports sur l'immigration, sur l'agriculture, qui sont très pointus, et donc ils pouvaient être leaders. Bon. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a eu des réticences, la haine de Macron chez certains LR, parce qu'ils les méprisent, enfin pour des raisons personnelles, des choses comme ça qui sont... Et donc, ils n'ont pas suivi Nicolas Sarkozy. Et donc, là, on arrive à cette situation où eux-mêmes sont divisés en au moins 2 ou 3 partis. Il y en a peut-être un tiers qui serait d'accord pour aller avec Emmanuel Macron, mais les autres ne veulent pas. Et ils ont raté quelque chose, parce que quand on défend la retraite à 65 ans et qu'on ne vote pas, je pense que vis-à-vis des électeurs qui les suivent, ça a été quand même quelque chose de très choquant. Dominique Régnier. Il y a ça, vous avez raison, mais il y a aussi le fait que
Le problème des LR, c'est qu'on ne sait plus du tout qui ils sont, ce qu'ils portent pas de leader. Comme message. Pas de leader, mais pas d'idée d'abord, pas de leader ensuite. Moi, par exemple, je m'étonne de leur position sur les traités internationaux de commerce. Ça n'est pas un parti libéral. Ça devrait être un parti libéral au sens économique. Ça n'est pas du tout un parti libéral. C'est un parti qui a peur d'être qualifié de libéral. Donc, il multiplie les signes de socialisme ou de sensibilité socialiste. C'est peut-être sympathique, mais c'est pas leur job. Si c'est pour faire ça, ça se fait partout. Tout le monde fait ça. Et donc, ils n'ont pas de saillance. Et du coup, de toute façon, la crise, elle devait venir. Elle est venue comme ça, dans les pires des conditions, malheureusement. Mais qu'il y ait une explication fondamentale, c'était nécessaire. Ça se fait mal. D'ailleurs, ce ne sera pas une explication. C'est un contentieux quasi juridique, si j'ai bien compris. Et donc, c'est une très mauvaise perspective pour ce parti. Dominique Régnier, un mot de la gauche, ça va intéresser Julien Drey en ce moment même, des tractations pour créer un front populaire avec des circonscriptions qui sont déjà réparties entre la France Insoumise, 229 candidats, le PS, 175, 92 pour les Verts, 50 pour le PCF. Là, on a une alliance qui se reforme après une campagne terrible où chacun s'est insulté et traité d'à peu près tous les noms. Oui, et même des tags de croix gammées sur les affiches de Raphaël Glucksmann. Enfin, on a eu droit à tout. Moi, j'étudie beaucoup l'antisémitisme. J'ai fait beaucoup d'études à ce sujet depuis pas mal de temps. Je ne veux pas être trop long non plus, je sais bien, mais il est très clair qu'il y a un antisémitisme de gauche qui s'est redéployé notamment autour du Front de gauche déjà et de la France Insoumise aujourd'hui. C'est évident, c'est pas résiduel du tout. Comme le dit Jean-Luc Mélenchon, c'est très significatif et ça ne fait que croître pour des raisons de tactique, sur des clientèles qui sont recherchées, etc. Ce qu'on appelle peut-être l'islamo-gauchisme. Là aussi, je vais très vite, mais c'est une réalité. Le Parti socialiste et Olivier Faure ont prononcé des paroles définitives sur l'incompatibilité avec la France insoumise. Sur un sujet aussi grave, ça n'est pas acceptable qu'il n'y ait pas de rupture définitive en un mot, un seul. C'est pas possible. Si c'est possible, c'est extrêmement grave. C'est une autorisation. On peut se réconcilier avec des fréquentations qui versent dans l'antisémitisme. Je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est cette réalité. Et donc, c'est une catastrophe de ce point de vue-là. Et je signale que la conversation que nous avons, mais sans doute est-ce menée volontairement par vous, Laurence Ferrari, on a d'un côté la droite qui va mal, sauf le RN, et de l'autre côté, la gauche qui va mal, sauf la France insoumise. Nous sommes dans cette espèce de situation caricaturale, où nous avons Emmanuel Macron, la France insoumise, le RN, et voilà, ça c'est la France. C'est Emmanuel Macron qui a créé cette situation-là. Mais c'est pas possible. Donc nous allons avoir une crise ensuite. Ça n'est que le moment de la crise. On pense tout le temps que comme il y a des élections, ça va régler la crise. Non, on avait des élections, ça a ouvert une nouvelle crise. Et donc les élections qui vont avoir lieu... vont ouvrir une crise. Moi je pense, vont ouvrir une crise. D'autant plus que ma thèse, c'est que je la défends... fortement, enfin j'y crois fortement, ma thèse c'est que Marine Le Pen ne veut pas gagner les élections législatives. Pourquoi ? Je ne crois pas. Pour moi c'est une fable. Quand elle explique, comme elle l'a fait récemment à nouveau sur TF1, c'est une fable que Marine Le Pen, qui est une femme politique d'expérience, nous explique qu'elle va gagner les législatives et qu'elle enverra Jordan Bardella à Matignon parce qu'elle-même se réserve pour la présidentielle. Dans 3 ans. 3 ans, imaginons, 3 ans de gouvernement de quelque parti que ce soit, et ensuite il gagne la présidentielle. C'est une blague. La réalité, c'est que Marine Le Pen ne veut pas de majorité pour son parti, ou quelque chose de très compliqué à gérer. Qu'il n'y ait pas de majorité serait la meilleure des solutions. Jean-Luc Mélenchon pense exactement la même chose. Absence de majorité, ça veut dire que... Instabilité. Emmanuel Macron est donc le coupable de cette situation, le responsable. Il a voulu la dissolution, c'est l'instabilité. Il ne peut donc que partir. Et donc, on a une présidentielle dans la foulée. Alors, si tout ceci se passe, comme je le dis, de manière très simple ici, mais c'est quand même l'idée que la présidentielle intéresse toujours Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui ne pensent qu'à ça comme beaucoup d'autres, mais le plus vite possible. Oui, pas en 2027. Pas en 2027, un peu plus tôt. Maintenant. Parce qu'il y a une opportunité, réellement. C'est-à-dire que si la dissolution ne donne pas le résultat escompté, le meilleur résultat que peut espérer Emmanuel Macron, c'est de revenir à la situation antérieure. C'est-à-dire une majorité macroniste
relative. Ouais. Donc c'est quand même une situation étonnamment fragile. Julien Drey, un mot sur ce que Dominique Régnier a dit. Je suis assez d'accord avec l'analyse. Je pense que paradoxalement, comme on est dans une phase d'accélération de l'histoire, c'est-à-dire que chaque jour vaut 1000 jours précédents, il va y avoir des mouvements qui vont se produire dans la semaine à venir. Et paradoxalement, je ne suis pas convaincu qu'il va rater son pari, qui est un pari cynique. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, la conférence de presse, c'est ça. Quel pari, Julien ? Le pari, c'est qu'une partie des électeurs socialistes qui ne sont pas d'accord sur la ligne de Mélenchon, etc., et qui ont poussé Raphaël Glucksmann, c'est grosso modo 6 ou 7 points. Ils vont dire on ne peut pas revoter, donc on va voter Macron. Et une partie des électeurs de droite vont dire on ne peut pas faire Front National, donc on va voter Macron. Et comme ça, il s'en sort. La conférence de presse de ce matin, c'est que ça. C'est un calcul cynique de je vais mettre tout le monde en difficulté et puis je vais être le point d'extrême centre. Voilà. Ça peut marcher, parce que le pays a peur, parce que je pense qu'il y a une série d'électrices et d'électeurs qui se disent la colère, oui, donc le bulletin Front National pour la colère, oui, le bulletin Front National pour l'exercice du pouvoir, on a des doutes. Rassemblement national. Non, ce qui était extraordinaire le soir des résultats, c'est que Jordan Bardella, qui était le vainqueur, fait un discours et demande au président d'organiser des élections législatives. Donc on s'est dit, là, c'est du bluff, il peut toujours causer, il ne le fera pas. Et que 5 minutes après, le président arrive en tenue de deuil, en faisant avec les mains comme ça, qui dans le body language se dit « je suis déjà entravé », lui disent « oui, je fais la dissolution ». Et ça, pour les Français, c'est quand même à 5 minutes près. Ça avait l'air de répondre à celui qui demandait. C'était quand même une situation assez bizarre. Moi, je ne dis pas que Emmanuel Macron ne peut pas gagner son pari. Je dis que s'il gagne son pari, il revient exactement à la situation antérieure. Et c'est quand même ça qui est curieux. On va parler des européennes, si vous le permettez. Mais d'abord, j'aimerais qu'on écoute Marion Maréchal. Elle s'est exprimée il y a quelques instants. Et elle a une prise de position assez étonnante par rapport à son propre parti, à Éric Zemmour. Écoutez-la. Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toute la France, prenant ainsi le risque de faire perdre cette inédite espérance de battre Emmanuel Macron et l'extrême gauche. Cette décision est une triple faute. Présenter des candidats de reconquête dans les circonscriptions législatives, c'est présenter des candidats de la division contre le camp national et l'espoir de faire gagner nos idées. Présenter des candidats de reconquête dans les circonscriptions législatives, c'est prendre le risque infini de faire gagner des députés macronistes ou d'extrême gauche. Présenter des candidats de reconquête dans les circonscriptions législatives, c'est participer à une énième division des droites et donc permettre à Emmanuel Macron de continuer sa politique de destruction de notre pays. Voilà pour Marion Maréchal qui se désolidarise donc du chef de son propre parti. C'est la journée des expulsions de chef. Donc il faut faire attention parce que Dominique c'est pas Régnier. la mode. Ah oui. D'accord. Ce qui me frappe, moi, c'est typiquement pour moi le genre d'événement qui permettra au RN de dire on voulait avoir la majorité, on n'a pas pu l'avoir parce que la droite n'a pas su se réunir. On est bien malheureux parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Et malheureusement, c'est raté de peu. Et on n'a pas la majorité. Et on n'a pas la majorité. Malheureusement, on ne peut pas gouverner. Il faudra attendre 2027 ou bien le faire très vite. Et vous pensez que c'est ce que recherche Marine Le Pen ? Je pense. Ouais. En tout cas, je suis certain d'une chose, c'est qu'elle ne veut pas envoyer quelqu'un à Matignon qui aurait la marque RN quand elle sera en train de regarder de loin pour donner les conseils. Non, je pense que vous avez raison. Elle a bien étudié le scénario Balladur-Chirac. Voilà. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que la déception de Marion Maréchal Le Pen, c'est qu'elle pensait qu'elle était attendue par Jordan Bardella. Oui, qu'il y avait une démarche sincère. Mais la tante, elle a compris que la venue de Marion Maréchal, c'était contre elle. Et c'est pour ça qu'elle l'a mis dehors. Bon, c'est très très cynique tout ça en tout cas. Oui. Après, le calcul politique fait partie de la politique. C'est quand même. Oui, bien sûr, vous avez raison. Quand même, un mot quand même, parce qu'on a complètement passé sous silence désormais ce résultat des européennes. Les grands blocs ont énormément changé. En fait, oui. Moi, je suis heureux d'en parler, Laurence Ferré, parce que c'est passé à la trappe. Mais, on n'a pas parlé du tout. Il y a un processus qui se poursuit à l'échelle de l'Europe, c'est la droitisation. Et à l'intérieur de la droitisation, il y a un processus qui se poursuit, c'est la droitisation de la droitisation. Et là, nous avons eu dimanche 9 juin, enfin les élections du 6-9 juin, et on commence à avoir... Ça paraît il y a un siècle. Hein, mais voilà, ça paraît il y a un siècle. Je suis un peu désolé de parler d'un sujet de second intérêt. Ah non, passionnant. Donc je sais bien. Mais
moi j'ai fait les comptes, je vais publier un petit document là-dessus, j'ai fait les comptes. Les électeurs, les eurodéputés qu'on peut considérer, pour aller vite, comme relevant de la droite populiste, tous ceux du groupe de Mélanie, tous ceux du groupe de Le Pen, plus chez les non-inscrits, qui sont très nombreux, tous les eurodéputés qui relèvent de la même mouvance, même s'ils sont non-inscrits. J'arrive à 198 eurodéputés de la droite populiste. C'est un record absolu, il faut le savoir. Ça fait 27,5% des députés européens. Si c'était un groupe, ça n'est pas un groupe. Si c'était un groupe, il serait numéro 1 devant le PPE. Et quand on ajoute ça au PPE qui est de droite, même si c'est pas possible de l'ajouter, mais politiquement ça fait sens, on arrive à 51% des eurodéputés de droite, toutes droites confondues. Je prends des droites, je mets de côté le centre droit, là, les droites. C'est sans précédent, c'est la première fois évidemment. Le record précédent, c'était en 2019, 45%, on est à 51%, la droitisation est spectaculaire, et à l'intérieur, la poussée incroyable des eurodéputés. Ça peut changer la politique de l'Union européenne ou pas ? Alors, c'est une très bonne question, parce que le système européen est capable d'ignorer ça, et de refabriquer une alliance comme celle qui a eu lieu, tout à fait capable. PPE, sociodémocrate, un peu de centrisme ici, un peu d'écolo même quand il faut, et on continue. Mais, je voulais ajouter, ces mouvements-là électoraux, on les ressent nationalement en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Italie, dans beaucoup de pays, ces forces populistes sont en train de monter aussi. On le voit en France. Donc, elles vont avoir, comme en Italie, bientôt en Autriche, j'imagine, le pouvoir. Et elles vont peser sur l'Europe, mais pas par le Parlement, par le Conseil des ministres ou le Conseil de l'Europe. Donc, c'est une Europe qui nécessairement va réagir et qui va répondre un petit peu plus aux attentes des citoyens de l'Union, des 27 pays. Qui devrait... C'est pas très compliqué de comprendre ce que veulent les Européens collectivement. Et là, vraiment, moi, je l'ai étudié dans une grande étude. Il y a une demande qui est commune aux Européens. C'est de ne pas quitter l'Europe, de ne pas quitter l'euro, de mettre des frontières, de défendre les valeurs de l'Europe, c'est-à-dire les valeurs démocratiques, c'est quand même pas très compliqué, d'assurer la sécurité et de permettre aux États-nations européens d'être mieux dimensionnés pour affronter les grands défis de la mondialisation. Bon, c'est assez un programme irrecevable. Eh bien, merci beaucoup Dominique Régnier d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et Europe 1. Merci Catherine Ney, Julien Drey.